Avant de commencer, je vais vous parler d'un petit truc voilà, qu'on m'a proposé de parler dans une vidéo, le magazine Fanart. C'est un fanzine, un magazine fait par des fans, voilà, qui regroupe plusieurs histoires faites par des amateurs sous la forme manga. Voilà, c'est pas exactement du manga parce que c'est fait par des Français, mais voilà, ça se veut manga, quoi. C'est un ensemble de plusieurs petites histoires, voilà, la plupart ils en profitent pour faire les premiers chapitres d'une plus grande histoire qu'ils feront de leur côté, je suppose. C'est disponible sur le net, ils ont même un Ulule pour pouvoir financer les volumes qui vont suivre, et c'est très chouette. Déjà, rien que le fait de permettre à des gens de exprimer leur créativité, déjà ça c'est cool, évidemment. Et aussi, voilà, ils ont quelques histoires assez sympatoches. Pas toujours ouf, c'est un petit peu le truc des anthologies comme ça, mais voilà, il y a quelquefois des bonnes histoires, comme par exemple, j'aime bien l'histoire du modèle, voilà, c'est une histoire faite juste avec des images, pas un seul dialogue, et qui marche plutôt bien, c'est mignon. Pour plus d'informations, vous avez quelques liens d'informations dans la description. Voilà, cela étant dit, je vous laisse à la vidéo. Bonjour à tous, dans une vidéo un petit peu spéciale, voilà, pas vraiment un vlog, pas vraiment un fermé là, où je vais faire un truc que je voulais faire depuis bien longtemps. Je suis toujours passé à côté de la saga Fast and Furious. Voilà, c'est quand même étonnant parce que c'est quand même un truc gigantesque, voilà, qui est maintenant à son 9e film, qui est sorti dernièrement. C'est un spin-off, mais voilà, c'est techniquement partie voilà, de cette licence-là. Donc c'est un gros morceau du cinéma de divertissement populaire, voilà, qui, bah, du coup, ça devrait rentrer dans mon domaine de films à critiquer. Et pourtant, je suis toujours passé à côté. Principalement parce que j'ai vu qu'un seul film Fast and Furious et c'était le tout premier. Je trouvais ça nul à chier, ça me donnait pas envie de voir les suites. Donc, ce qui fait que je n'ai vu aucun des 8 films Fast and Furious qui ont suivi. Même si je le voyais un petit peu de loin, je voyais comment ça évoluait, quels acteurs se sont rajoutés au casting, des mecs comme The Rock, Jason Statham, Luke Evans, Charlize Theron, maintenant Idris Elba. Et surtout le fait que la licence a évolué vers quelque chose de complètement différent de ce qu'elle était à la base. À la base, c'était juste voilà des histoires de courses de voitures, tuning, un petit peu bof, etc. Voilà, un truc qui a toujours fait les films les plus bof du monde, mais maintenant, c'est toujours aussi bof apparemment, mais c'est parti dans une direction beaucoup plus gonzo, quoi, beaucoup plus délirant, voilà, où c'est carrément des histoires d'espionnage avec des super soldats, des scènes d'action qui ont l'air créatives, où t'as carrément des voitures qui font chenille pour essayer d'arrêter un hélicoptère, voilà. Moi, la bande-annonce du dernier Fast and Furious, là, Hobbs & Shaw, si je me trompe pas, voilà, elle me donne envie. J'ai envie de voir ce film parce que ça me fait penser au délire G.I. Joe, le réveil du Cobra. Que si vous suivez mes vidéos, vous savez que G.I. Joe, le réveil du Cobra, c'est un de mes plaisirs coupables. Pour moi, c'est ce que devraient être les films de Michael Bay, à savoir des films qui sont réellement fun, sont réellement créatifs dans leurs conneries et assument le fait que voilà, on va juste faire un truc, un porte-nawak qui sera fun. Et j'avais l'intention de me mettre à Fast and Furious et faire voilà une sorte de vidéo compte rendu depuis Fast and Furious 7 parce qu'il y avait Just One qui réalisait celui-là, ce qui est très étonnant parce que tu te dis Just One qui réalise un Fast and Furious, voilà, c'est comme si Steven Spielberg réalisait un Twilight, quoi. Il y a quelque chose qui... il y a une anomalie, mais du coup ça t'intéresse, t'as envie de savoir comment on est arrivé là, pourquoi, qu'est-ce qu'un réalisateur comme lui fait dans une licence comme ça, est-ce qu'il arrive à en faire un bon truc. Et du coup ça fait un moment que je voulais faire ça, c'est... voilà, je vais me regarder les nuits films Fast and Furious. Et du coup, je vais vous faire un compte rendu chaque fois que j'aurai fini de voir un film, je vais vous dire qu'est-ce que je pense vite fait, on enchaînera au suivant, et ainsi de suite. Et avec de la chance, je finirai ça d'une traite, je vais pas mourir d'un coma éthylique à force de conneries que contiennent ces films, et je ferai ça avant que Hobbs & Shaw sorte des salles, surtout que apparemment il marche pas très bien, donc ça serait bien que je me grouille un petit peu là-dessus, donc voilà. Et l'autre problème, c'est que du coup, je vais devoir être obligé de repasser par le premier Fast and Furious, que je n'ai pas vu depuis une bonne dizaine d'années, voilà, j'ai dû le voir dans la période où il était sorti, dans la période où Rob Cohen fait des trucs comme Triple X et tout, voilà, mais et voilà, de ce que je me souviens, c'était vraiment de la merde, c'était un film chiant, voilà, avec des courses-poursuites pas vraiment dynamiques, pas vraiment énergiques, avec un Rob Cohen qui essaye d'être cool. Rob Cohen, c'est un très mauvais réalisateur, voilà, il a fait qu'un seul bon film dans toute sa carrière et c'est Cœur de Dragon, voilà, j'ai le Blu-ray, mais voilà, malheureusement, le reste de sa carrière... Et au début des années 2000, il y avait cette période où il essayait d'être un petit peu, voilà, Jones, voilà, où il faisait des films de gros beaufs, avec des nanas en bikini, du hard rock, voilà, il avait fait Triple X, Fast and Furious, je sais plus quelle autre connerie il avait fait, oui, Furtif, voilà, ça aussi c'était une grosse connerie, mais... Et surtout, l'autre truc qui va peut-être rendre ça intéressant, c'est Vin Diesel, qui
qui est pour moi un acteur de film d'action très sous-estimé. Voilà, il a le potentiel pour être vraiment le nouveau Stallone, mais voilà, il a pas eu de chance du tout, quoi. Les projets où il est le plus passionné, c'est soit il se plante, comme le Géant de Fer ou tous les films Riddick, soit il se contente de répéter encore et encore la même phrase et d'être au milliardième rôle dans un gros film. Et d'autres fois, c'est juste les films débiles où clairement il a l'air de se faire chier, hein. Voilà, dans les Triple X, voilà, il avait fait une suite il y a quelques années, et celui-là, c'était ridicule, et on voyait qu'il se faisait chier à faire ce film-là, qu'il se disait putain, je fais ça pour pouvoir faire un Riddick 4, je fais ça pour faire un Riddick 4. Donc voilà, on va devoir repasser par là, histoire que la rétrospective Fast and Furious soit complète. Donc c'est parti pour le premier Fast and Furious, à tout de suite après le film. Bon bah c'était aussi pourri que dans mes souvenirs. Je pense que le pire c'est que ce film-là, il se prenait grave au sérieux. Voilà, c'était pas... Il essayait pas d'être un film d'action débile, non, non. Il essayait d'être un drame. Il y a limite un petit côté français dans l'aspect, voilà, on se contente des scènes qui s'enchaînent sans réelle transition. On n'essaye pas de faire une narration complète, on montre juste le côté factuel, on montre les personnages avoir des interactions de personnes normales, etc. Non, non, c'est étrange que Fast and Furious a essayé d'être sérieux à ses débuts, quoi. Ce qui est pas aidé par, bah déjà, le fait que ça se passe dans un univers très bof, voilà, que c'est quand même un film sur des voleurs de voitures, que c'est principalement du tuning avec du hard rock, bref, c'est un film de Rob Cohen. Mais surtout la façon dont sont réalisées les quelques courses-poursuites qui sont pas très nombreuses, hein. Il y en a 3, voilà, le reste c'est des courses qui durent que 10 secondes. Et ben elles sont fascinantes parce que ils ont les pires techniques pour essayer de planquer le fait que les voitures elles vont pas vraiment vite. La première course-poursuite, c'est limite Speed Racer, quoi, vraiment. À un moment ça va tellement vite que tu as les flèches de lumière comme dans Speed Racer, mais en beaucoup moins joli que le film des sœurs Wachowski, hein, largement, hein. Le scénario, comme je m'en souvenais, c'était très Point Break, mais en plus no homo, voilà, genre ils essayent de bloquer le fait qu'ils sont homosexuels avec nous on aime bien les grosses voitures, nous on aime bien les jolies nanas, mais en même temps il y a encore plus d'alchimie entre homosexuels, entre les personnages. Moi le personnage principal, j'ai oublié le nom de l'acteur, ça me fait chier parce que voilà, c'est quand même un personnage un petit peu important à retenir, vu qu'il y a tout le drame de la mort de l'acteur, etc. Mais j'aurais préféré qu'il se maque avec le mec de la bande de Vin Diesel qu'il aime pas du tout, plutôt qu'avec la sœur de Vin Diesel. Voilà, c'est bizarre. Alors l'alchimie, elle marche tellement mieux qu'avec les nanas, quoi. C'est ça qui est bizarre. Les relations hétérosexuelles, elles ont aucune alchimie, mais les relations entre mecs, ça marche, je sais pas. C'est peut-être le côté bros before hoes, mais voilà, au bout d'un moment, j'avais envie qu'ils s'embrassent entre mecs, quoi. Aussi, waouh, putain, Michelle Rodriguez, c'est la première fois que je la vois jouer aussi mal. Je me doute qu'elle devient meilleure au fil des films, mais là, déjà, elle était réduite la plupart du temps à une bimbo, ce qui c'est quand même nul, quoi. Michelle Rodriguez, on l'aime bien pour son côté un petit peu bagarreuse, un petit peu garçon manqué, et là, on l'a fait jouer une bimbo sexualisée, voilà. Aussi, putain, l'esthétique, là, les costumes et tout, là, c'était ringard à ce point, les années 90. Je m'en souviens pas, voilà, j'ai des vagues souvenirs des années 90. Je me souviens pas que c'était aussi ringard avec le méchant, là, qui essaye d'être trop cool alors qu'il a le pantalon en peau de serpent, là, c'est ridicule. Et aussi, petit détail qui m'a fait marrer, il y a une scène où on voit la bande de potes de Vin Diesel regarder un film, et le film en question, c'est le biopic pourri sur Bruce Lee que Rob Cohen avait fait, voilà, c'est limite autosuçage, quoi, c'est assez rigolo. Bref, ouais, ça part mal, vu comment ça se prend au sérieux, on se pose encore plus la question, comment on est arrivé à combattre des Superman Black, là, mais voilà, on va voir ce que ça va donner avec le deuxième. Je sens que ça va être pire que le premier, parce que le 2, il a un petit peu, c'est de loin, il a cette aura de film direct en DVD fait juste pour surfer vite fait sur le succès, sans aucune ambition, et sans l'acteur principal qu'on aimait bien, à savoir Vin Diesel. Donc voilà, je sens que ça va être pire que le premier, mais on peut avoir une surprise. Ok, je m'y attendais pas. Je trouve le 2 meilleur que le 1. Je veux dire, c'est toujours pas un bon film, hein, loin de là. C'est plus ce à quoi je m'attendais de la part des premiers Fast and Furious. Juste un film d'action neuneux avec les voitures, les jolies nanas et tout. Mais voilà, celui-là, il a le mérite d'être un peu plus honnête et pas prétendre essayer d'être un truc sérieux, d'être un drame français ou je ne sais quoi, voilà. Après, c'est toujours pas un bon film, encore une fois. Je veux dire, là, on est au deuxième film et je sais toujours pas c'est quoi la personnalité de personnage de Paul Walker. Ouais, je me suis renseigné sur le nom de l'acteur pour éviter de faire la bêtise de tout à l'heure, mais voilà, quoi. Aussi, ça se voit que le black de ce film
il est là pour remplacer Vin Diesel. Voilà, ça se voit que ce scénario, à la base, ils avaient prévu de faire revenir Vin Diesel, mais je suppose que Vin Diesel, voilà, il était pas intéressé par une suite à Fast and Furious à ce moment-là, et qu'il a dit non, bah du coup, ils ont inventé ce personnage qui sort de son passé au mec, là, voilà, ce qui... Après, voilà, ils ont une alchimie qui marche bien, mais ça donne toujours pas de la personnalité à Paul Walker. Même au Black, voilà, à part qu'il est un voyou, je vois pas qu'est-ce qu'il a comme personnalité. J'avais oublié qu'Eva Mendes avait joué dans un de ses films, et du coup, je me pose la question... Est-ce qu'Eva Mendes a joué dans un bon film? Je veux dire, moi j'ai toujours eu l'image d'Eva Mendes d'une actrice ayant voilà, une certaine prestance, voilà, un certain niveau de sophistication qui fait que quand elle joue dans des merdes comme Ghost Rider ou The Spirit, voilà, c'est juste une petite erreur de parcours. Mais là, je commence à voir qu'il y a une constance en fait, je me suis peut-être trompé, peut-être qu'en fait c'est une actrice de merde qui joue dans des films de merde. Aussi, c'était marrant de voir des têtes connues, comme par exemple, il y avait le flic corrompu de Batman Begins qui là aussi joue un flic corrompu, c'était... Zarb. Aussi, Devon Aoki, ça m'étonne qu'elle joue pas dans plus de trucs, voilà, même des films d'action débiles dans le genre, ou même, apparemment, elle y revient pas dans les autres Fast and Furious, c'est dommage, parce que son personnage, voilà, non seulement elle était sexy parce que, voilà, Devon Aoki, mais en plus, elle avait l'air d'avoir, voilà, une petite personnalité de femme bagarreuse, voilà, très sympatoche, avec son petit caractère, voilà, pour l'instant, c'est le personnage avec le plus de personnalité qu'il y a dans les films Fast and Furious, parce que, même non, à la limite, Vin Diesel dans le premier film, si, il a un petit peu de personnalité, mais même Michelle Rodriguez, tu vois, elle a moins de personnalité que Devon Aoki dans celui-là, voilà, c'était marrant. Mais après, voilà, c'est juste une suite fonctionnelle, quoi, c'est juste un film d'action basique, voilà, qui se contente de faire le minimum syndical, voilà, voilà, à quoi je m'attendais de la part de Fast and Furious. Et niveau scène de course-poursuite, voilà, c'est... toujours le même niveau de on n'arrive pas à donner de la sensation de vitesse à nos véhicules qui... Je suis sûr, en fait, les véhicules de Fast and Furious, ils roulent à 2 à l'heure, quoi. Mais parce que tous les effets Speed Racer qu'ils foutent, là, ça fait poser des questions, quoi. Et puis voilà, vers la fin, ils se sont un petit peu lâchés avec une armada de voitures qui se mélangent. Voilà, c'était rigolo, mais... pas ouf, voilà. Pour l'instant, toujours pas fan de Fast and Furious, mais voilà, à ce qui paraît, là, ça va commencer à s'améliorer. On va entrer dans l'ère de Justin Lin avec... Fast and Furious Tokyo Drift. Voilà, si ça se trouve ce sera meilleur, si ça se trouve ce sera pire. Voyons ce que ça donne. Ok, pour l'instant, c'est le meilleur des films Fast and Furious que j'ai vu. Celui-là, c'était de loin le plus correct. Pourtant, c'est... Voilà, c'est toujours très con. Je veux dire, rien que le principe de base, le mec américain qui déménage à Tokyo et qui tombe pile poil, voilà, les deux personnes les plus importantes de sa vie, voilà, à Tokyo, c'est les personnes qui sont pas japonais. Déjà, ça, j'étais mort de rire. Ça, plus le fait que le premier mec avec qui il devient copain, ah, tu veux rejoindre les trucs de course, voilà, genre, voilà, je viens tout juste de me faire arrêter pour avoir des conneries de course, mais ok, pas de soucis, je retombe dessus dans mes travers. Ou encore le fait que, enfin, il y a des vraies courses dans ces films, quoi. Je veux dire, les autres films, à chaque fois, c'était toujours des trucages pour donner l'impression que les voitures, elles vont vite, alors qu'elles vont sûrement à 50 km/h, vu les effets pourris et les quelques fois où on les voit rouler à une vitesse normale. Sans parler des effets spéciaux pourris qui, voilà, ça virait encore une fois au Speed Racer. Là, non, c'est des vraies voitures qui font de vraies cascades, voilà, qui se font des trucs un peu plus variés que juste aller tout droit. Là, limite, maintenant qu'ils ont découvert le drift, ils en abusent dans ce film. Et en autre truc débile que j'aime bien, le fait que le héros il est censé être lycéen, mais genre il a l'air plus vieux que moi, quoi. Genre il a l'air d'avoir 40 ans, le mec. Il y a un moment, un des mecs qui dit attention, celui-là il est mineur, mais bon cul. Mais le plus étonnant, c'est que pour l'instant c'est le personnage le plus attachant des Fast and Furious. Voilà, Paul Walker, j'en avais rien à foutre. Vin Diesel, voilà, il essayait, mais t'enlèves le fait que c'est Vin Diesel, son personnage, j'en ai rien à foutre. Non, celui-là, voilà, bizarrement, je t'ai investi. Pourtant, le personnage, il est pas plus développé, non, c'est juste le gamin qui se retrouve dans un nouveau monde, qui essaye de s'intégrer et qui défie un petit peu le pouvoir mis en place, mais c'est tout, quoi. Même niveau mise en scène, il essaye des trucs. Voilà, c'est pas encore... c'est pas du Spielberg ou quoi, mais il essaye des trucs. Voilà, déjà, Justin Lin, j'aimais bien le Star Trek qu'il avait fait, Star Trek sans limite. Mais là, je découvre le film qui a un petit peu lancé sa carrière dans les Fast and Furious et finalement je me dis ah ouais, je comprends pourquoi vous l'avez gardé, c'était de loin le meilleur réalisateur que vous avez eu jusque là, quoi. Après voilà, il y a quelques trucs pas ouf. Déjà, depuis le 2, on entre dans la glorification de ce monde, voilà, de superficiel, de beauf, de grosses voitures et de nana bonnes, voilà, c'est... Parce qu'au moins dans le premier film, voilà, on montrait que ce milieu, voilà, il était dangereux, voilà, mais qu'il y avait quand même des gens bien à l'intérieur, malgré l'aspect superficiel, voilà, il y avait des gens qui croient en des valeurs familiales, etc., voilà, qui
qui se retrouvent là juste pas à cause de certaines circonstances. Voilà, il y avait un truc qui disait non, ce monde il est pas bien, mais là depuis le 2, c'est une glorification de ce monde, voilà. C'est pas très moral. Ça, plus le fait que maintenant je commence à me dire, niveau personnage féminin, ces films ils sont nuls pour les écrire. Pour l'instant, le meilleur personnage féminin c'est Devon Aoki, et encore une fois, je comprends pas comment elle a fait pour surpasser Michelle Rodriguez. Voilà, limite elle a joué ce qu'aurait dû jouer Michelle Rodriguez, quoi. Mais la nana dans ce film là, déjà c'est complètement con le fait que la seule nana qu'il séduit à Tokyo, c'est pile poil pas une japonaise. Déjà ça c'est complètement con. Mais en plus, voilà, le personnage était juste chiante, quoi. Son histoire de ouais, moi aussi j'ai une vie difficile parce que je suis gaijin, voilà quoi, on le ressent pas réellement, voilà. Tokyo, au bout d'un moment, c'est juste un décor, c'est pas un univers intéressant avec ses lois, etc. Non, finalement, l'histoire, elle aurait pu se passer toujours aux États-Unis, il y aurait pas eu de différence en vrai. Ils ont mis Tokyo parce que voilà, ça donne un petit côté exotique, voilà, c'est tout. Ah, et aussi, là, je commence à me poser des questions parce que je sais que le personnage de Han, voilà, c'est le seul personnage que j'ai retenu le nom pour l'instant dans les 3 films. Le personnage de Han, je sais qu'il revient dans les autres films parce que malgré le fait que ça reprend pas du tout les personnages et l'histoire des précédents Fast and Furious, qui est très con, honnêtement, à part les voitures et Belle Nana et un caméo de Vin Diesel, il n'y a aucun rapport avec les autres, donc du coup, vous pouvez appeler ça autrement que Fast and Furious, quoi. Franchement, ce genre de suite où ils reprennent rien du tout sauf 2-3 éléments, voilà, ils reprennent pas les personnages, ils reprennent pas l'univers et tout, j'ai jamais compris comment ça marchait, mais cette fois, celui-là, ils ont l'air de le rattraper dans les autres films où apparemment ils font des liens avec certains personnages, notamment Han, que j'ai vu sur Wikipédia, il est là dans pas mal de Fast and Furious après ça, mais du coup, je me demande comment ils vont justifier le fait qu'il est mort dans ce film-là. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Est-ce qu'ils vont sortir le coup de non, en fait, j'ai fait exprès de dire que j'étais mort, ou alors ils vont expliquer que les 4 prochains Fast and Furious, ça se passe avant Fast and Furious 3, ce qui est Zarb, ou alors ils s'en foutent complètement. À ce qui paraît, voilà, il y a déjà des incohérences avec le pote black de Paul Walker dans le 2, donc voilà, pour l'instant, c'est toujours pas un bon film, mais là, ça commence à s'améliorer. Là, pour l'instant, on est dans une bonne montée. Voilà, le premier, il était tout pourri, mais plus ça va, plus ça s'améliore, même si c'est toujours peu... Là, Tokyo Drift, maximum 5 sur 10, quoi. Mais voilà, il y a une avancée. Peut-être que ça va continuer à s'améliorer. Peut-être que je vais vraiment finir par kiffer ces films. Donc, espérons que la suite, voilà, Fast and Furious 4. Ah oui, c'est vrai, celui-là, il avait juste appelé Fast and Furious au lieu de The Fast and the Furious, comme le titre du premier film. Et depuis, bizarrement, ce qui est bizarre parce que c'est la traduction française, on a juste enlevé les The. Voilà, je comprends pas. Bon, enfin, on va voir ce que ça va donner avec Fast and Furious 4, qui du coup reprend le casting du film original, à savoir Vin Diesel, Michelle Rodriguez, voilà. En espérant que ça va continuer dans cette amélioration. Je sais pas comment il a fait, mais ce film a réussi à me décevoir. Alors qu'à la base, j'attendais rien de spécifique à propos des Fast and Furious. Je pensais que je me ferais chier pendant quelques films, mais après le 3 qui était surprenamment sympatoche, le 4 là, en plus il commençait bien le film, voilà, la première demi-heure avec la scène d'action d'ouverture qui, maintenant que j'y pense, elle sert un peu à rien, voilà, même l'esthétique, voilà, tu sentais qu'il voulait faire un truc un peu à la hypertension ou à la Man on Fire, mais bah déjà ça commence mal dès qu'on annonce comme ça. Au fait, Michelle Rodriguez est mort. Fuck you! Ouais, Michelle Rodriguez meurt et devient la motivation principale de Vin Diesel qui veut se venger. Nul! Non, tu mets pas dans le frigo Michelle Rodriguez, quoi! Non! Et au final, Rodriguez, elle fait quoi? 5 minutes? Limite, j'ai l'impression que ils avaient prévu de faire le film sans elle, mais après, Avatar est sorti, ils se sont dit, putain, il nous la faut absolument dans le film, alors du coup, ils lui ont rajouté des scènes à la dernière minute. C'est la seule, c'est qu'il y a que comme ça que je le vois. C'est un petit peu comme G.I. Joe Conspiration, voilà, l'acteur qu'on voulait pas de lui, finalement, il y a du succès, bah reviens! Ça, plus le fait que, malgré que la réal, voilà, encore une fois, il y avait des trucs pas très cool, voilà, l'action, voilà, elle marche quand il y a besoin, voilà, même la course-poursuite finale, mais le scénario est tellement neuneux. C'est du Steven Seagal, vraiment, quoi. C'est le mec grand baraqué qui n'a jamais d'expression faciale, qui veut venger la femme de sa vie. Il entre dans un monde pourri, etc. Il participe avec les flics. Et au final, voilà, c'est neuneux. Voilà, c'est nul. Même pour Fast and Furious, tu te dis pourquoi ils se font ce genre d'histoire-là, quoi. Voilà, ça colle tellement pas avec ce qu'il y avait dans les autres scénarios. Et il y a aussi le fait que, bah, on retourne un petit peu dans les travers du premier Fast and Furious. Voilà, là, limite, on essaye de faire un truc dramatique. Franchement, je commence à avoir de la peine pour Vin Diesel parce que là,
il commence à devenir le plus mauvais point de la licence Fast and Furious. Voilà, les plus mauvais pour le moment, hein, je sais pas pour les autres, mais pour l'instant c'est avec lui en star principale. Hein. Ça plus le fait qu'il a l'air de se faire chier dans ses films. Voilà, il essaie même pas d'instaurer une classe à son personnage comme il a su l'apporter à Riddick ou même à Groot et le géant de fer. Non, non, là il a l'air de se faire chier quoi. Il se contente d'être un tas de muscles. Et pourtant c'est le film où il est censé être très émotionnel quoi. Il veut venger la femme de sa vie quoi. Aussi la partie course, je comprends pas leur système de GPS. Ils zarpent déjà les animations avec les nanas qui font le truc de départ et d'arrivée là. C'est pas terrible. Mais en plus le système de GPS, comment ça marche? Voilà, je comprends pas le truc. Autant pour le truc du tunnel secret, d'accord, mais en pleine ville, vraiment quoi, ils peuvent pas tout simplement savoir où est-ce qu'ils doivent se rendre, non? Aussi, je commence à remarquer une drôle de gimmick dans chacun de ces films. Je sais plus si on voit ça dans le 2, mais dans le 1, le 3 et dans celui-là, t'as une scène de fête où t'as forcément dans un coin deux lesbiennes qui s'embrassent. Je sais pas, ça se trouve c'est les mêmes lesbiennes en plus. Voilà, mais c'est une drôle de tradition pour ces films, c'est étrange. Après le film, je m'attendais à ce qu'il soit encore plus sexiste et bof. Voilà, on a quelques nanas qui sont là juste pour faire joli et Gal Gadot. Oui, j'avais complètement oublié que Gal Gadot était dans le Fast and Furious. C'est vrai que avant d'être Wonder Woman, elle était dans Fast and Furious. Mais voilà, à part un dialogue un petit peu nul, genre femme, voiture, comparaison, tout ça avec Vin Diesel qui d'ailleurs leur alchimie entre les deux elle marche tellement pas, mais tellement pas. Là c'est autant la faute, je pense que c'est la faute de tout le monde, le réal, Vin Diesel qui s'en fout, Gal Gadot qui s'en fout aussi, voilà. Enfin toujours est-il que pour le moment c'est pas aussi sexiste que je le pensais. Il y a toujours un petit peu de côté beauf avec des jolies nanas dans un coin, mais pour l'instant c'est plus raciste que sexiste quoi, parce que là le méchant qui est forcément cartel mexicain machin, voilà, ça commence à devenir un petit peu trop récurrent. C'est un petit peu tout le temps les Mexicains qui sont les méchants dans ces films là, sauf dans Tokyo Drift évidemment, un petit peu, oui c'est vrai que dans le premier Fast and Furious c'était aussi un asiatique, mais voilà quoi, ça commence à devenir un petit peu trop le truc facile, et puis le méchant il est chiant quoi, putain. Bref, ouais, pétard mouillé celui-là. Pas aussi mauvais que les deux premiers, mais très en dessous du troisième, voilà, c'est bizarre, parce que le troisième il est pas non plus au-dessus, mais très déçu par le 4, ouais, voilà. Espérons que ça remonte par la suite, voilà. Apparemment ça remonte, parce que même Yannick Dahan et d'autres critiques qui sont généralement très critiques sur Fast and Furious, ils aiment bien le 5, donc peut-être que ça se rattrape sur le 5, on va voir ce que ça donne. Ok, j'avoue, celui-là était bien fun, ouais. J'ai toujours une préférence pour le 3, mais celui-là, ouais, celui-là, il était bien mené, il était cool, il était concon, mais tu vois, dans le genre concon que tu acceptes, voilà, le genre concon que tu peux tolérer dans un Expendable ou un truc comme ça, voilà. Dans l'ensemble, c'est grosso modo Ocean Eleven, mais avec de la testostérone, voilà, donc beaucoup plus cool, je suppose. Et là... ça alors, Vin Diesel il a décidé de jouer. Ouais, cette fois, voilà, il a des variétés de jeux, il est dedans, voilà, il joue enfin, quoi. Et surprenamment, le personnage le plus attachant, c'est sa sœur, voilà, c'est celle qui essaye le plus de jouer, voilà, faut dire, elle a une histoire comme quoi elle est enceinte de Paul Walker, donc forcément, il y a un peu plus d'investissement émotionnel, donc voilà, ça fait que, du coup, son côté attachant devient contagieux, les autres personnages qui l'entourent, voilà. Dans cet épisode, ils en ont profité pour faire revenir un petit peu tous les personnages secondaires qu'ils avaient oubliés par-ci par-là. Vas-y que je te ramène Wonder Woman, Han de Tokyo Drift, le pote Black qui a remplacé Vin Diesel dans le 2. Il y a même le mec tatoué là, Vince, qui est de retour. Et à peine il revient, j'ai déjà envie de le shipper avec Paul Walker. Donc c'est dingue quoi. Celui-là, tu sens trop qu'il a une homosexualité refoulée sur Paul Walker. Du coup, moi, chaque fois que je le vois en train de se disputer, ouais, Paul Walker il est là, il est chiant, voilà. Chaque fois que je me dis, bon allez, admets-le que t'es amoureux de lui. Et apparemment, je l'ai un petit peu trop aimé parce qu'il finit par mourir. Encore une fois, mes personnages préférés. Hein. Et la mise en scène, elle est un peu plus... comment dire, elle a pas des moments de sursaut comme dans le 3 et le 4, mais du coup elle est beaucoup plus constante, voilà. Et du coup, voilà, ça fait que le film en lui-même, voilà, il tient debout, voilà. Celui-là, voilà, je lui mettrais un 6 sur 10 plutôt qu'un en dessous de la moyenne comme les autres, quoi. Après, ça reste con, hein, parce que la façon dont il défonce un bus au début de film, c'était genre fuck la physique, mais genre vraiment. La façon dont il récupère le coffre, voilà, ça offre la meilleure scène d'action de la licence, mais voilà, faut le dire, c'est quand même pas mal con, mais genre con dans le sens vraiment fun. Et il y a aussi la façon de piquer des empreintes à quelqu'un la plus conne de l'histoire du cinéma, à savoir, voilà, il y a Gal Gadot qui vient en maillot de bain, qui va voir le mec qui essaye d'arnaquer, encore un cartel mexicain, décidément ils aiment pas les Mexicains dans cette série. Du coup, elle le chauffe, le mec il pose sa main voilà, sur le bas de son maillot, et du coup avec le bas de son maillot, boum, on a les empreintes. Je pense pas que
ça marche comme ça, tu vois, le tissu c'est pas aussi efficace que le verre ou des trucs comme ça, voilà, j'y crois pas trop à celle-là. C'est très con, ça me rappelle que cette série, voilà, ça reste une série de films pour gros beaufs, hein, il y a un peu moins de nana, il y avait pas de lesbiennes qui s'embrassaient dans un coin cette fois-ci, donc voilà, ça reste moins beauf que les précédents, mais c'est quand même pas mal beauf malgré tout, voilà, mais... Voilà, celui-là, voilà, ils ont bien fait leur boulot, voilà, ouais, sans problème, probablement le meilleur jusque-là, même si j'ai toujours un petit attachement pour Fast and Furious 3. Bon, enfin, ça étant dit, maintenant que The Rock est là, The Rock d'ailleurs il joue Jack Slater dans Last Action Hero, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Le super flic, super bourrin, avec... il a une The Rock mobile, quoi. Le véhicule a un design bien particulier, ce qui fait que quand tu vois la voiture, tu te dis « Ah, c'est la The Rock mobile ». Donc du coup, je comprends pourquoi il a fini par avoir son propre spin-off. Faut dire, encore une fois, The Rock, il aime bien parasiter les sagas dans lesquelles il joue, hein, que ce soit Le Retour de la Momie, G.I. Joe, le film inspiré de Jules Verne dans lequel avait joué Brendan Fraser. Là, il aime bien ce parasiter. Jumanji aussi, il aime bien parasiter les licences comme ça, quoi. Mais là, pour le coup, ouais, j'avais déjà hâte qu'il vire Vin Diesel, parce que même s'il joue un peu mieux que d'habitude, il reste quand même un petit peu chiant, tandis que là, voilà, The Rock, il est quand même pas mal fun dans son côté parodie de flic bourrin, voilà. C'était probablement la meilleure partie du film. À moins que The Rock devienne la nouvelle fiancée de Vin Diesel. Là, je serais partant. Mais bon, apparemment, Vin Diesel se planque encore, il est encore persuadé d'être hétéro, vu qu'il a déjà remplacé Michelle Rodriguez par l'autre flic, là, la blonde. Ça va être très gênant quand ils vont découvrir, ah merde, Michelle Rodriguez n'est pas morte. Comment ils vont justifier ça d'ailleurs? Parce que ils avaient l'air très clairs sur le fait qu'elle était morte dans le 4 là. Comment ils vont justifier le fait qu'elle est pas morte là? Leur scène d'action avec Vin Diesel et The Rock, voilà, elle était sympatoche, mais je trouve que c'est la moins bonne des scènes d'action, tu vois, c'est quand même con parce que un combat Vin Diesel-The Rock, tu te dirais que ce serait le meilleur combat du monde, mais non, finalement, les autres scènes d'action sont excellentes, mais celle-là, mais enfin, là, on entre enfin dans la période de Fast and Furious, où ça commence à virer en gros Fast and Furious, où là, ils vont combattre des espèces de méchants de James Bond, je sais pas quoi. Ça va être la partie que je vais sûrement trouver très très fun, donc là, j'ai hâte de me mettre à Fast and Furious 6, même si à ce qui paraît, il est moins bon que le 5 et le 7, voilà, c'est un petit peu l'épisode de transition un petit peu lourd, mais voilà, vu la période dans laquelle on entre et vu que voilà le précédent il était pas mal du tout, voilà, voyons voir ce que ça donne. Alors, il était cool aussi, toujours pas grand film, mais voilà, il se maintient à égalité avec Fast and Furious 5, c'est assez marrant. Les personnages, ils commencent vraiment à avoir le syndrome un petit peu NCIS, dans le sens où ils sont là, mais ils font des trucs pas toujours... très, voilà quoi, ils ont pas d'arc, ils sont là juste parce que c'est des personnages sympatoches qui passent dans le coin, quoi. Michelle Rodriguez revient et est un peu mieux développée cette fois-ci, voilà, elle est un peu plus cool à voir, voilà, un peu plus, elle a des trucs un peu plus sympatoches à suivre, mais c'est toujours très superficiel et voilà, ça romance avec Vin Diesel, surtout que là en plus, même à la fin du film, elle est toujours amnésique et du coup, la façon dont elle retombe amoureuse de Vin Diesel, c'est limite... voilà, ça plus le fait que, putain, la façon dont Vin Diesel se débarrasse de sa précédente copine, là, c'est genre, hop, j'ai retrouvé chez Michelle Rodriguez, toi du dégage. Oh, connard! Voilà, c'est triste à dire, mais on aura beau dire ce qu'on voudra de Lost, mais c'était le meilleur rôle de Michelle Rodriguez, hein, de loin. Et surtout, on approche enfin du délire G.I. Joe, qui, justement, c'est pour ça que j'ai commencé ce petit marathon, pour essayer de voir, est-ce que c'est vraiment le G.I. Joe moderne, voilà, avec les films qui font un petit peu joujou avec leurs jouets? Oui, parce que là, ils te sortent des véhicules pour faire juste des scènes d'action cool, ils te sortent un tank qui... voilà, scénaristiquement, il sert un petit peu à rien, la scène du tank, mais c'est cool. Et à la fin, t'as des voitures contre un avion, donc voilà, ils s'amusent, quoi. Ils sont créatifs dans leur façon de faire l'action. Et quelque part, voilà, c'est le seul truc qui m'a tiré dans ce film. Et pour l'instant, j'ai eu ça. C'est juste dommage qu'on n'en ait pas profité pour apporter plus, voilà. Pour l'instant, voilà, toujours... je sais pas si je les achèterais en Blu-ray, les films, mais voilà, au moins, j'arrive à m'amuser dans le lot. Là, par contre, ce qui commence à me faire peur, c'est que, de ce que j'ai vu... le 7 et le 8, ça va juste être le 6 encore plus ambitieux et avec d'autres idées, hein. J'espère que j'exagère en disant ça, hein, même si, surtout parce que le 7 c'est un des films qui m'intéressait le plus à cause de Just One, mais voilà quoi. C'était intéressant le fait que chaque film de Fast and Furious, jusque-là, aucun ne se ressemblait, quoi. On est passé de Point Break, d'un film de buddy cop débile, on est passé d'un truc un petit peu à la Karate Kid, ensuite on est passé à une histoire de vengeance, ensuite à un film de cambriolage, et maintenant on passe à un truc d'espionnage à la G.I. Joe. Là, apparemment, on va rester sur le truc d'espionnage à la G.I. Joe, à un truc super héroïque, voilà, c'est... mais après...
voilà, il commence à avoir un charme très Expendable, voilà, on dirait que c'est ce qu'aurait dû être les suites d'Expendable, quoi. Peut-être pas des bons films, mais au moins, ils font des trucs à la hauteur de ses héros au lieu de juste faire un truc qui se moque de lui-même, quoi. Ah, et aussi, la continuité avec Fast and Furious 3, elle les arme quand même. Donc, les 4, 5, 6, ils se passent avant Fast and Furious 3. D'accord. Déjà, technologiquement parlant, je suis sûr qu'il y a des trucs qui n'étaient pas dans le 3 et qui sont dans le 6, c'est un petit peu bizarre. Mais aussi, voilà quoi, expliquer que le Osef qui a renversé la voiture de Han, c'était Jason Statham, je sais pas quoi, je sens que si on revoit la scène de Fast and Furious 3, on verra que non, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé. Jason Statham, il est même pas passé à côté de la voiture, non, rien, voilà. Et l'autre truc dommage, c'est que voilà, ils ont le Wonder Woman, là, elle meurt dans celui-là. Et j'en avais rien à foutre, parce que son personnage était assez fade finalement, voilà, elle était pas encore aussi bien que dans Wonder Woman au niveau acting, l'actrice, ça se voit un peu. Mais aussi le fait que bah, les personnages, ils sont pas spécialement profonds, attachants ou quoi, donc du coup, quand quelqu'un meurt, mais... Et puis de toute façon, ça aurait été difficile de la garder en vie, sachant ce que devient Han, voilà, vu qu'ils essayent de rattacher ça. C'est quand même con, parce que du coup, ils ont tué deux personnages, pile poil celui qui est pas joué par un acteur qui est vraiment mort, oups. Mais enfin, on va passer au film qui m'intéressait le plus dans cette licence-là, à savoir le 7, encore une fois, James Wan. Donc, est-ce que ça valait le coup, ou est-ce qu'il sera finalement décevant? On va voir. C'est compliqué celui-là. C'est compliqué parce que d'un côté, bah, James Wan il m'a pas déçu, il a fait un très bon travail de réalisation, encore une fois ils ont été très créatifs, le film reste toujours au niveau du 5 et 6, voilà, je m'attendais à ce qu'il soit au-dessus, mais finalement non, il est au même niveau, voilà. J'aime bien le personnage de Kurt Russell, voilà, c'est un des rares personnages dans Fast and Furious où j'en ai quelque chose à foutre, voilà, il était cool et tout, et j'étais presque déçu de voir que, oh putain, ils vont le tuer, là, non, finalement non. Et surtout, on a enfin un moment où Vin Diesel a décidé de jouer, à savoir le passage où il dit adieu à Paul Walker. Voilà, c'est con de devoir en arriver là pour le faire jouer, mais... J'aime pas le personnage de Vin Diesel dans ces films en fait. Vin Diesel il se fait chier, j'ai l'impression qu'il voulait faire des triple X et des ridiques, que ça le fait chier que ce soit que Fast and Furious qui arrive à devenir une licence, et qu'il fait ça juste pour avoir une carrière, mais que ça, voilà, il essaye de faire quand même du triple X et tout, mais je commence à vraiment avoir de la peine. En fait, je commence à me dire, Vin, si ça te fait chier à ce point... Arrête les Fast and Furious. Pour le coup, ouais, je suis d'accord pour que The Rock pique cette licence-là, quoi, parce que The Rock, clairement, il est beaucoup plus à fond que toi dans le machin, hein. Ou même Michelle Rodriguez, hein, ce serait pas mal, surtout que voilà, la nana, elle arrête pas de se plaindre que les personnages féminins sont rabaissés, ce qui est un petit peu le cas dans ce film-là, parce que le côté beauf, ça commençait à se calmer dans les 5 et 6, mais là, c'est revenu en force, parce qu'on a beaucoup de plans cul, de plans nichons, de trucs comme ça, voilà, c'était lourd, voilà, quand ça arrivait, c'est pire. Aussi, Jason Statham, voilà, c'est cool, il fait de bonnes scènes d'action. En fait, les scènes d'action en général, ils sont très bien menées. C'est probablement les meilleures scènes d'action de la licence. Mais il est pas très bien exploité, quoi. Il est juste là pour détruire des trucs, quoi. C'est limite Nemesis dans Resident Evil 3. J'aurais dit Terminator, mais Terminator, au moins, t'as des scènes cultes avec lui. Mais là, voilà, il se contente de détruire des trucs, essayer de tuer Vin Diesel et ses potes, quoi. Et aussi, le scénario passe par un détour complètement inutile quand on y réfléchit. Je veux dire, pour essayer de stopper Jason Statham, ils doivent trouver ce Big Brother, là, l'œil de Dieu, qui permet de faire ce que Batman faisait à la fin de The Dark Knight, quoi. Et ils doivent remettre ça au gouvernement. D'ailleurs, ça commence à devenir un problématique, cette bande de criminels qui finalement devient agent du gouvernement, voilà, surtout pour les aider à avoir un truc comme Big Brother. Surtout que c'est jamais remis en question moralement, hein. Jamais on dit, non, c'est mal que le gouvernement ait ça. Par contre, c'est mal quand c'est les méchants qui l'ont. Non, c'est mal quoi que tu fasses, quoi, merde. Et ils font ça pour pouvoir retrouver Jason Statham et pouvoir l'arrêter. Sauf que Jason Statham, il vient vous chercher. Donc, préparez votre plan, accueillez-le, voilà, préparez un piège, et voilà, vous l'aurez chopé comme ça. Je veux dire, c'est ce qu'ils font à la fin, au final, ils font en sorte de lui tendre un piège, et ça marche. Aussi, je savais pas qu'il y avait Tony Jaa dans ce film, voilà, c'est cool, ils lui ont donné 2 scènes sympatoches. Jamon Hunson, il était là aussi, mais il était carrément gâché, lui. Encore une fois, scène d'action, c'est créatif, et la mort de Paul Walker, voilà, ils ont réussi à la rendre touchante, surtout voilà, avec la fin, mais...
malheureusement, comme c'est un truc qui a été fait à la va-vite, à cause, ils avaient pas prévu qu'il allait mourir, quoi. Et du coup, tu sens qu'il y a des moments où ils ont dû faire des contreparties un petit peu problématiques. Par exemple, il n'y a pas d'arc sur le fait que le personnage de Paul Walker, il va devoir rester avec sa famille, il va devoir quitter la bande, etc. Donc du coup, quand ils sont sur la plage et qu'ils expliquent, voilà, vaut mieux qu'il reste ici, et qu'ils sont tout tristes de lui dire adieu, ça sort un peu de nulle part, quoi. Même s'il y avait 2-3 scènes, pas assez, parce que je suppose que si vous voulez en faire plus, ils avaient un acteur qui était pas là, bizarrement. Et puis aussi, au final, quand je revois le montage pour essayer de le rendre touchant, alors, la musique est bien, l'émotion semble sincère, mais les extraits qu'ils ont pris, c'est tellement pas des extraits qui fait dire « Ah, c'était le bon vieux temps ». Non, c'est limite aléatoire, les extraits qu'ils ont pris, c'est bizarre, quoi. Je sais pas, ils pouvaient pas prendre des scènes du banquet, la fois où ils faisaient le bénicité ou quelque chose, non, c'est bizarre, voilà. Mais ouais, toujours pas un grand film. James Wan a fait de son mieux. En fait, en général, Justin Lin et James Wan, ils font de leur mieux, peu importe le concept pourri qu'ils ont entre les mains, et ça se respecte. Bon, plus qu'un film avant d'enchaîner avec Hobbs and Shaw. Voilà, voyons ce que ça donne. Cette fois-ci, par le réalisateur de la suite la plus correcte de Men in Black. Ce qui veut pas dire grand-chose, mais... Ok, maintenant je comprends mieux pourquoi on a fait un spin-off sur Hobbs and Shaw. Parce que c'était de loin les meilleurs personnages de cet épisode-là, voilà. Hobbs, voilà, c'est le seul qui essaye vraiment d'être investi dans le truc, là, pendant que, encore une fois, Vin Diesel... Là, c'est bon, Vin Diesel, il est en mode total Steven Seagal, il recommence à faire juste le mec chiant qui se contente de se battre au mieux, mais qui y arrive pas trop, et qui, dans une histoire de vengeance ou quoi, il essaye de jouer dans celui-là, mais... Ah, ça m'énerve, parce que Vin Diesel, c'était probablement le truc le plus intéressant dans les Fast and Furious, et finalement, c'est le truc le plus chiant. Voilà, là, j'ai envie que Vin Diesel, il se casse, quoi. Limite, je comprends pourquoi Hobbs and Shaw est beaucoup plus intéressant, parce que du coup, c'est que le truc qui était intéressant dans ces films-là, jusque-là. Parce que le reste du casting de Fast and Furious, voilà, quoi, peut-être à la limite Michelle Rodriguez, ou même Ramsey, qui est sympa, voilà, mais sinon, pour le reste, voilà, si, Ludacris, ouais, moi, Ludacris, c'est cool, ouais, voilà. Non, mais sinon, ouais, si vous vous contentez de Dwayne Johnson et Jason Statham, moi, je suis pour, hein. Donc voilà, Jason Statham, il peut avoir un bon duo avec n'importe qui, il a un bon duo avec un bébé dans celui-là, il a vraiment de chouettes interactions avec le bébé de Vin Diesel, d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait penser, les personnages sont des FDP dans ce film-là. Je veux dire, déjà, merci de rappeler que Vin Diesel, c'est un gros connard d'avoir juste remplacé sa blondasse par Michelle Rodriguez une fois qu'il l'a retrouvée, parce que c'est... Encore une fois, c'était dégueulasse, et maintenant qu'on sait qu'il y avait un gosse en plein milieu, ça le rend encore plus dégueulasse, même s'il était pas au courant. Mais aussi, ils ont toujours le Big Brothers, l'organisation de Kurt Russell et tout, alors que... C'est pas bon d'avoir un logiciel comme ça, je veux dire. Même dans Person of Interest qui repose là-dessus, on explique que voilà, il faut que le logiciel soit inatteignable par les humains parce que sinon on pourrait en profiter pour conquérir le monde. Mais là justement, voilà, c'est des humains qui l'utilisent, c'est... Les scènes d'action sont toujours sympas. Encore une fois, le film il reste dans le 6 sur 10, tu vois. Ils varient, ils ont des idées, ils ont des trucs créatifs. Le coup des voitures téléguidées, voilà, c'était une très bonne idée. Ça offre des trucs à la limite, pas vraiment du Blues Brothers, mais pas loin. Mais voilà, ça se maintient à cette qualité et ça va pas plus loin que ça. Peut-être que dans la suite ça va plus loin maintenant que Dwayne Johnson il a enfin fini de parasiter Fast and Furious. J'aime pas quand Dwayne Johnson parasite des licences. En fait, je commence à avoir un petit ras-le-bol sur Dwayne Johnson, mais c'était avant que je regarde ces films-là. Parce que maintenant, je me rends compte, sur cette licence-là, c'est peut-être bien, finalement, qu'il parasite. Parce que, finalement, c'était le truc le plus intéressant, quoi. Je veux dire, j'aime même des petits moments avec lui, genre quand il entraîne une équipe de foot de petites filles où il y a sa fille qui font un commenter, voilà, c'était mignon, cette scène-là. Du coup, voilà, les personnages les plus mignons, Jason Statham et Dwayne Johnson, s'ils font un film sur eux, je comprends. Apparemment, le 9 est en train de se faire, Justin Lin va revenir, et tant mieux, parce que... pas que les réalisateurs qui avaient entre-temps étaient mauvais, c'est juste que Justin Lin, ça se voit qu'il était le plus investi, quoi. C'est le mec, il a envie de faire du bon cinéma, il a des bonnes idées de trucs, voilà, il est passionné par son truc, même quand il se retrouve à faire du Fast and Furious, il se dit, ok, tu sais quoi, on va faire ce qu'on aime. J'ai beaucoup plus de respect pour Justin Lin. Je me souviens quand j'avais appris qu'il allait réaliser Star Trek Sans Limite, j'étais genre non, pas lui, mais finalement, oh,
ça va. Mais apparemment, ce sera sans Dwayne Johnson et Jason Statham. Donc je suppose que le spin-off, c'était juste pour séparer les deux trucs qui apparemment posaient problème. Parce que, apparemment, c'est la grosse bataille d'ego dans ces films-là. Parce que Vin Diesel, il veut pas passer pour quelqu'un de plus faible que Dwayne Johnson. Et Dwayne Johnson veut pas passer pour plus faible que... Voilà, quoi, c'est compliqué. Bah d'ailleurs, dans celui-là, ça se voit un petit peu parce que ils ont aucune scène ensemble. Hein, et la seule scène où ils sont à peu près ensemble, on monte les deux moments, mais en vrai, ils ont jamais été sur la même scène et ça se voit, quoi. Mais ouais, toujours sympathique. Voilà, dans l'ensemble, je regrette pas d'avoir vu ces films, mais c'est vrai qu'ils sont pas primordiaux. Après, petite question qui est intéressante par rapport à mon dernier Fermé-là. Est-ce que c'est mieux que Transformers? Franchement, oui. Parce que tu vois, quand ils ont fait des ratages, voilà, quand ils ont fait des mauvais films et qu'ils avaient quand même marché, ils se sont dit, on va essayer d'évoluer, tu vois. Parce que Transformers, ils évoluent jamais dans leur concept, dans leurs enjeux, etc. Mais là, on est quand même passé d'un truc à la Point Break à une histoire de sauver le monde d'une super terroriste jouée par Charlize Theron qui est un petit peu gâchée, mais bon, voilà, j'aime bien le fait qu'ils essayent de relier toutes les histoires qu'il y a eu dans les 3 derniers films avec elle, ce qui... Un petit peu spectre sur les bords, mais bien tenté. Bref, ils ont créé une mythologie malgré tout. Voilà, c'est pas la mythologie la plus intéressante du monde, mais voilà, on a des personnages, on a des enjeux, on a des organisations secrètes, voilà. On a créé quelque chose, voilà, on a créé un univers où on peut faire différentes histoires. Bah d'ailleurs, on verra ce que ça donne avec Hobbs & Shaw. Et niveau action, bah tu sens que les mecs, ils s'amusent, quoi. Tu sens qu'il a des idées, qu'il essaye d'explorer des trucs, etc. Alors peut-être que ça fait pas avancer le cinéma ou quoi que ce soit, peut-être que c'est moins personnel que les Transformers, mais toujours est-il que c'est plus passionné et donc plus créatif et intéressant. Donc ouais, je pensais pas dire ça un jour, mais je préfère les Fast and Furious à Transformers. Comme quoi, hein. Donc, maintenant, reste plus qu'à voir Hobbs & Shaw, que voilà, j'ai déjà réservé ma place de cinéma. En tout cas, je vous laisse là, et on se retrouve plus tard pour Hobbs & Shaw. Bon, ben, ouais, c'était mon préféré de la licence, mais pareil, je dirais pas que c'est le film le plus ouf du monde, voilà, c'était très divertissant, voilà, c'était vraiment un film digne de G.I. Joe, jusqu'au mélange des délires, voilà, que je veux dire, quand tu te retrouves avec The Rock qui fait son Maui, voilà, c'est cool, voilà, c'est un petit peu délirant, mais c'est cool à voir. Beaucoup d'idées en termes d'action, faut dire, c'est par le mec qui a fait le premier John Wick, et qui a fait Deadpool 2, donc un mec qui, voilà, il bosse bien ses films d'action débiles, voilà, et bien sûr, le fait qu'ils se sont débarrassés des trucs chiants et qu'ils ont gardé les trucs cool, à savoir voilà les scénarios d'espionnage grandiloquents, plus de Vin Diesel et des autres personnages figurants, non, juste les deux personnages qu'on aimait bien, The Rock et Jason Statham. Mais ils ont aussi rajouté quelques trucs un petit peu voilà, par exemple, voilà, il y a Ryan Reynolds qui fait un triple caméo qui... Voilà, c'est sympa de le voir, surtout ça donne un petit côté famille de l'équipe du réalisateur, voilà, avec qui il avait bossé sur Deadpool 2, justement. Mais voilà, il est pas toujours très drôle, je veux dire. Le coup de poignarder quelqu'un avec une brique, ouais, ça c'était rigolo, mais voilà, ça se voit qu'il improvise, quoi. C'est Ryan Reynolds qui joue Ryan Reynolds. Et je parle pas non plus de... Vous savez, ce mec noir qui a joué dans 30 Rock et qui a fait tout un personnage sur le fait que, oh là là, il y en a marre que ce soit toujours le noir de l'histoire qui soit le comic relief et qui depuis ne joue plus que le noir comic relief de tous les autres films. Bah, il fait un caméo et pas ouf, quoi. Aussi, le personnage féminin de ce film, voilà, on est encore au stade où les personnages féminins sont interchangeables dans ce genre de film débile. Mais le personnage féminin, elle était sympa, voilà, j'aime bien le fait qu'elle botte des culs et tout. Elle a une bonne alchimie avec Jason Statham et The Rock. Faut dire, contrairement à la plupart des Fast and Furious, là, les différents personnages, ils ont une alchimie, voilà, tu comprends leurs liens et tout. Mais putain, la façon dont elle se retrouve souvent en mode Princess Peach, là, ça a tendance à m'énerver, quoi. Genre, oh là là, je me fais capturer, etc. Oh là là, je perds du... Bon, d'accord, quand elle se fait pomper le sang pour se le faire nettoyer à cause du virus, là, d'accord, que ça épuise, mais quand même, c'est chiant, quoi. J'aurais bien aimé qu'elle reste forte tout le long, quoi, ça aurait été cool. Mais bon, à tous les coups, The Rock voulait se sentir comme un héros, et du coup, oh non, non, il faut que j'ai une nana à sauver. Encore une fois, c'est très bataille des égos, ces films, hein. Et aussi, ils ont fait le coup de Ed Wood, parce qu'il y a une scène, voilà, qui commence de nuit, cut sur un lever du soleil vite fait, on retourne sur la même scène qui, cette fois, est le lever du soleil, et après, 10 secondes plus tard, voilà, il fait plein jour, voilà. C'est qui est pas aidé parce que ensuite on passe du beau temps à grosse tempête, voilà, limite ouragan, quoi, et le fait que, bah, pendant cette scène, il y a un compte à rebours, donc tu sais que ça se passe au bout d'une demi-heure, tout ça.
Donc du coup, on est passé de nuit à plein jour, de beau temps à tempête, voilà, on a accéléré le temps là, j'ai l'impression, non? Mais sinon voilà, on est en plein dans le délire G.I. Joe que je cherchais, je veux dire, là on a carrément une méchante organisation super technologique qui veut améliorer l'humanité, voilà, où on garde le mystère sur qui sera le méchant, voilà, il y a une espèce de Dr. Gang dans l'histoire au-dessus de Idris Elba. Idris Elba, ce qui fait plaisir, c'est que pour une fois, il joue plutôt bien. Ça fait un moment que je l'avais pas vu bien jouer, faut dire, en dehors de Star Trek et du premier Thor, c'est vrai que niveau blockbuster dans lesquels il a joué, c'était pas... Donc du coup c'était cool de le voir à fond dans son truc, voilà, d'être un méchant vraiment charismatique, vraiment cool, voilà, même si il est pas super développé bien entendu, hein, il essaye de donner une rivalité par rapport au personnage de Jason Statham, mais ça va pas hyper loin quoi. Ma petite déception c'est que l'identité du méchant, voilà, on fait tout le mystère sur c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, sauf que moi comme je me suis refait les nuits films, je me dis attends, ça veut dire que ça serait un méchant qu'on a déjà vu dans les précédents films, donc est-ce que ce serait... Non, le cartel mexicain ce serait complètement con, ça a rien à voir. Du coup je me suis renseigné et apparemment le rôle du Dr. Gang ça devait être tenu par Keanu Reeves. Keanu Reeves, voilà, si ça se trouve dans la suite de Hobbs & Shaw, il sera le méchant. Mais pourquoi vous l'avez pas mis direct? Je veux dire, avec Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques, là on n'a pas hésité, mais putain, Keanu Reeves, les gens ont été à fond quoi. Je veux dire, surtout après sa visite surprise pour la présentation de Cyberpunk, là, tout le monde n'arrête pas de parler de lui, bah du coup ça aurait été l'occasion quoi, c'est vraiment manqué l'occasion quoi. Mais après voilà, pas énormément de choses à dire, si ce n'est que... Bah maintenant je pense qu'on peut parler de la saga en général, je pense que c'est une saga plus intéressante à étudier dans leur logique d'évolution plutôt qu'en film eux-mêmes, parce qu'en film eux-mêmes ça passe du film très oubliable au film d'action débile mais fun, voilà, ce qui est pas un super haut niveau, mais voilà, j'aimerais bien qu'on sorte un bouquin ou un documentaire sur comment ils ont pensé les différents films, genre d'où leur est venue l'idée de virer carrément espionnage et tout, parce que ça promet d'être une histoire intéressante. Et comme je l'ai dit dans la partie sur Fast and Furious 8, voilà, il y a le 9 qui est en cours. J'irai probablement le voir, surtout que Justin Lin revient, encore une fois, mais voilà, comme ils ont viré Rock et Statham dans leur spin-off et qu'ils ont pris la partie chiante du casting. Mais bon, apparemment, il y a John Cena qui sera dans celui-là, il y a Michael Rooker, hein, si je me trompe pas, c'est bien ça son nom. Donc voilà, pas ouf de fans, voilà, mais ça passe le temps, voilà, c'est appréciable, assez amusant à découvrir, voilà, assez rigolo dans les délires dans lesquels ça part, voilà, encore une fois, comment on est passé du premier à Hobbs & Shaw, quoi. Donc du coup, je pense qu'on va arrêter là, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir regardé ce marathon, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous n'avez pas juste trouvé ça chiant, que je répète tout le temps des voilà, des quoique, des donc, voilà, les petits mots que je sors quand mon cerveau n'est pas assez rapide, quoi. Si vous voulez soutenir la chaîne, surtout pour les Fermez-la, pas pour les vidéos comme ça, hein, pour les grosses vidéos comme Fermez-la, vous pouvez déposer un don soit sur Tipeee, soit sur Utip. Utip, l'avantage c'est que vous pouvez déposer un don sans dépenser d'argent. Mais si vous voulez dépenser de l'argent, voilà, il y a des t-shirts, des hoodies, des trucs comme ça que vous pouvez facilement vous procurer sur Utip. Et bien sûr, on se retrouve à Paris Manga, où je serai en compagnie de l'Ermite Moderne, Starry Sky et la compagnie habituelle, quoi, comme chaque année. Où on pourra se voir, où on pourra discuter, où on aura bien sûr un concert, enfin, moi j'y participerai pas, mais Starry Sky fait un concert, et où bien sûr j'y vends quelques produits dérivés, comme les badges, les t-shirts Fermez là, et un tout nouveau poster à l'effigie du mois Star Wars 2, voilà, que je suis assez fier du résultat, surtout que je l'ai un petit peu improvisé sur Photoshop, et je trouve que je suis bien débrouillé, voilà, pour quelqu'un qui a expérimenté pour la première fois ce genre de création, voilà, je suis bien content de moi. Tirage limité parce que autant ça me plaît, autant je sais pas si ça va plaire aux gens, donc voilà, si jamais ça plaît énormément, je m'excuse pour ceux qui arriveront à la dernière minute et qui aura plus d'exemplaires pour eux, mais voilà quoi, il y a peu de chances que ça arrive, mais on sait jamais. Et bien sûr, à bientôt sur Fermez-la, et peut-être que je ferai d'autres vlogs comme ça, peut-être pas des marathons comme j'avais fait pour Fast and Furious, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grandes sagas où j'ai besoin de faire de marathons comme ça. Peut-être John Wick, mais encore c'est que 3 films pour le moment, voilà. Bref, bonne journée et à bientôt tout le monde.